Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Équipe B 2016, en partenariat avec le magazine 5 Façades. Et pour cette nouvelle émission, nous allons parler acoustique, nous allons parler confort acoustique, nous allons parler recherche et développement éventuellement de ce côté-là. Avec moi, 4 personnes pour en parler, 4 spécialistes. Monsieur Pascal Ozouf, bonjour. Bonjour. Vous vous occupez de l'innovation acoustique chez Saint-Gobain, Saint-Gobain Habitat France. On Exactement. présente Saint-Gobain rapidement. Rapidement, Saint-Gobain, 170 000 personnes dans le monde, présents sur 66 pays et fabricants et distributeurs de matériaux de construction pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Et entre autres du vitrage. Et comme les vitrages, voilà, les partenaires des éléments de B. Merci. À côté de vous, monsieur Maurice Offret. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller scientifique au CIDB. Le CIDB, c'est le Centre d'information et de documentation sur le bruit. C'est un petit centre qui regroupe 10 personnes, qui accueille et renseigne les particuliers, les industriels, qui ont des problèmes acoustiques et pour certains même des problèmes acoustiques un peu extrêmes, qui sont en bout de parcours et qui ne savent plus trop quoi faire. Donc on vient vous voir conseille pour, gratuitement. Conseil gratuit. Oui. Ça, c'est à signaler. En face de vous, monsieur Jean-Baptiste Chenet, vous êtes chef de division acoustique du CSTB. Petite présentation du CSTB, même si ici on ne le présente pas trop, parce qu'on le connaît par cœur. Bonjour, effectivement le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment, on est un EPIC et on représente à peu près 1000 personnes. On travaille sur 4 types de métiers, de la recherche expertise, de l'évaluation de produits. Donc on évalue beaucoup de produits qui sont présents ici aujourd'hui. De la diffusion du savoir, donc la formation, édition de logiciels, etc. Et aussi de l'acoustique. Et donc parmi ces métiers, il y a un métier transverse qui est l'acoustique, et moi je suis en charge de la division acoustique du CSTB. À côté de vous, monsieur Robert Yann Van Santen, vous êtes architecte, bonjour, et vous êtes co-dirigeant du groupe VSA, du bureau d'études VSA. VSA, vous nous rappelez un peu qui vous êtes et ce que vous faites? C'est un bureau d'études qui s'occupe de l'enveloppe des bâtiments en tant que concepteur parfois, en tant qu'assistant à des architectes ou à des maîtres d'ouvrage. Et on est 45 personnes avec des bureaux en Asie et en Europe. Alors, on va commencer avec vous par une définition du confort acoustique. Parce que si j'ai bien compris, il n'y a pas de définition très claire, parce que c'est très différent selon la perception qu'on en a. Alors effectivement, il n'y a pas de définition universelle. Elle pourra être un peu différente si on est à Strasbourg ou si on se retrouve en zone méditerranéenne, par exemple. Mais quand même, on peut dire, par rapport au sujet d'aujourd'hui, le confort acoustique dans un habitat, c'est un bon équilibre entre la contribution extérieure, donc le bruit qu'on va percevoir de l'extérieur, et le bruit qu'on va pouvoir percevoir de ses voisins. Et je pense qu'un habitat qui est agréable à vivre, c'est un habitat dans lequel on ne va pas sentir de manière trop présente ni l'un ni l'autre. Et c'est un bon équilibre entre les deux. Et pour ça, la baie est vraiment essentielle, puisqu'elle est à l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? J'aime bien dire qu'il y a plusieurs définitions du confort. Une définition, donc toute approche acoustique, une définition physique, une dimension physiologique et une dimension psychosociologique. Les acousticiens, en principe, s'occupent de la physique du bruit. Ils sont assez compétents dans ce domaine. Dès qu'on passe au physiologique, on a affaire plutôt aux médecins. Et quand on passe au psychosociologique, on a affaire aux psychologues. Il y a donc les 3 définitions. Il y a 3 définitions possibles, monsieur Ozouf. Et je voudrais juste confirmer ce que vient de dire monsieur Offret, c'est que là on est en train de travailler au niveau international sur des classes de confort, comme vous pouvez le voir sur la thermique, la classe A, B, C, ou comme le frigo qui consomme A, B, C. On est en train de le faire au niveau de l'acoustique, et on se rend bien compte au niveau de l'international, et on se rend bien compte de toute la difficulté entre les pays du Nord, les pays du Sud, sur la problématique de la fenêtre ouverte ou pas. Et donc vous voyez bien la problématique de l'acoustique. Une fenêtre ouverte ou fermée, ça peut poser problème sur le niveau de performance qu'on va exiger, une fenêtre ouverte ou une fenêtre fermée. Voilà. On va essayer de faire une étiquette ABCD, mais ce ne sera peut-être pas la même, les niveaux d'exigence ne seront peut-être pas le même si on se trouve dans le nord de l'Europe ou dans le sud de l'Europe. Stockholm, c'est pas Barcelone, hein. Je peux vous dire tout de suite que... Et bien effectivement, c'est la difficulté, mais comme l'évoquait tout à l'heure M. Chenet, c'est qu'entre le nord de la France et le sud, on va avoir la classe A qui va être la même pour tous, ou la classe B ou la classe C, mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de le faire au niveau international. Donc vous imaginez bien la problématique qu'a soulevée M. Chenet.
c'est la même, à une autre échelle, certes, mais c'est la même au niveau de notre pays. Et le confort, comme l'a évoqué M. Offret, c'est aussi une problématique sur laquelle il y a la dimension sociologique. Et entre une situation de grande ville, monsieur l'évoquait tout à l'heure, sur une grande agglomération comme Lille, ou comme un petit village de 500 habitants, c'est sûr que quand on va parler d'isolement de 30 dB à Lille, ou dans ce petit village, eh bien, la notion de confort sera peut-être pas la même pour les occupants dans l'habitat. Dans l'habitat. Et pour vous, la définition du confort acoustique? Oui, bon, moi je rejoins évidemment ce qui a été dit, mais je voudrais rajouter quelque chose qui apparaît un peu nouveau aujourd'hui dans les villes où il y a des grandes densités. C'est le confort dans la ville même. C'est-à-dire que dans les rues piétonnes, pour améliorer la qualité d'usage des villes, le confort acoustique en fait évidemment partie. En fait partie. Et justement, on est en train de parler d'architecture acoustique extérieure. Des réflexions sont menées au niveau France et Europe sur l'architecture d'une ville pour qu'elle soit plus agréable sur le plan acoustique. Donc le confort est aussi extérieur. Le confort extérieur, hein, on parle d'intérieur et aussi d'extérieur du coup. Mais on verra tout à l'heure avec un exemple, je crois, comment ça se passe. Dans ce cadre-là, la baie, elle intervient comment? Est-ce qu'elle est toute seule ou est-ce on sait qu'elle est partie intégrante de l'enveloppe? Est-ce que l'acoustique, du coup, entre l'intérieur et l'extérieur, il est géré que par la baie ou est-ce que c'est par l'enveloppe dans son entier? Par l'enveloppe, vas-y. Allez-y. Donc, la question est pour tout le monde. Hein. Non, mais... Donc effectivement, si on parle de l'enveloppe verticale, la baie joue un rôle crucial en général. Donc quand on parle de baie, on parle à la fois de la menuiserie, l'entrée d'air, le coffre de volet roulant. C'est vraiment ce triptyque qui est primordial avec la pose. On va en parler, je pense, un peu tout à l'heure, qui est un point vraiment essentiel aujourd'hui. À partir du moment où on aura choisi des produits qui sont au bon niveau. Et aujourd'hui, il existe de plus en plus de produits adaptés. Et ils le sont normalement. Exactement. Maintenant, le problème, il est souvent sur la pose. Et réaliser une pose de qualité, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça aujourd'hui. Donc on a les produits, bon, on reviendra sur la pose après, hein, mais on a les produits, la pose est l'un des problèmes, il y en a peut-être un autre. Je pensais moi à la ventilation également nécessaire dans un habitat de plus en plus étanche à l'air. Quand vous faites une fenêtre isolante, elle est totalement étanche en l'air. Un appartement a besoin d'un apport d'air neuf extérieur. Si vous mettez en place une fenêtre acoustique, il n'y a plus d'apport extérieur. Donc il faut créer cet apport à partir de l'entrée d'air qui rentre, d'air neuf qui rentre par des éléments qui... De façade ou par la menuiserie. Ouais, par la menuiserie. Et là, notre problématique à tous, c'est-à-dire qu'effectivement l'évaluateur qui va être le laboratoire ou l'architecte qui va créer et l'acousticien ou l'industriel, il y a cette association entre ces différentes sciences qui sont l'acoustique, la thermique, la ventilation, et il y a une interaction, et nous, par exemple, industriels, c'est de pouvoir développer des produits qui fassent un peu tout, parce que vous imaginez bien que le client final, entre guillemets, ou le particulier, comme on dit, le end-user, qui va dire, bah, moi, j'ai une problématique acoustique, thermique et ventilation, et moi, industriel, ou l'acousticien, où il n'y a pas le thermicien, qui va dire, ah mais moi, j'ai un produit pour l'acoustique, ah mais il vous en faut un autre pour la thermique, et puis il vous en faudrait un autre pour la ventilation. Juste ça ne marche pas. Donc, ce qu'il faut, c'est un système qui inclut, qui répond à l'ensemble des problématiques. Et là, pour revenir sur votre question, si effectivement la baie joue, elle joue effectivement, mais il y a ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'équilibre entre l'isolation vis-à-vis de l'extérieur et l'isolation vis-à-vis de l'intérieur par rapport à nos voisins. Et ça, c'est cet équilibre ou ce confort qu'il faudra que l'on voit, qu'on étudie tous ensemble. Moi, pour rebondir... Parce que ça ronfle là. Moi, pour rebondir là-dessus, moi j'ai le sentiment qu'entre acoustique et économie d'énergie, par exemple, il y a aussi parfois un petit peu de conflit. C'est-à-dire que ça demande des arbitrages, c'est à l'architecte, au maître d'ouvrage, peut-être aux utilisateurs, aussi de comprendre un petit peu les choses. Il y a des endroits où la ventilation naturelle, on la plébiscite parce qu'elle permet de faire des économies d'énergie, elle permet d'avoir un environnement intérieur en relation avec l'extérieur. Enfin, il y a des tas de bons arguments pour cette ventilation naturelle. Et en même temps, quand il y a un environnement qui est bruyant, ces ouvrants posent problème. Donc voilà, c'était aussi, et c'est là où chaque projet commence à devenir une histoire spécifique. Il n'y a pas une règle absolue, je pense, il n'y aura pas un label
qu'on pourra viser au maximum de tous les points de vue, il faut faire des arbitrages. Ben, en réhabilitation, on considère que l'isolement par rapport extérieur maximum que l'on peut souhaiter obtenir, c'est 35 décibels. Hein. Après, ce qui n'est pas tant que ça, qui est beaucoup moins que par rapport à une construction neuve, par exemple. Oui. Alors effectivement, je rejoins monsieur sur les interactions entre l'acoustique et la thermique, par exemple. On avait rédigé au CSTB un guide il y a quelques années à la demande de la DHUP sur ces interactions entre bâtiments, enfin, efficacité énergétique et acoustique. Donc on a toujours des compromis qui vont être très bons à la fois sur les aspects acoustiques et thermiques. Par contre, comme ces dernières années, on a eu un moteur très très fort qui a été la thermique, on a assez peu regardé les choses d'un autre point de vue. Voilà, exactement. Et donc en ce moment, on est dans une phase où on est en train de rééquilibrer ces deux approches. On se rend compte que sur le marché, tous les industriels enfin une grande partie des industriels ont des réponses thermiques qui vont aller très bien, plus ou moins au même niveau, et c'est plus un élément forcément différenciant. Et l'acoustique aujourd'hui et la prise en compte des autres thématiques autour de la thermique est quelque chose qui est en train de remonter. On a des industriels comme Saint-Gobain effectivement qui ont beaucoup travaillé sur ces choses-là. D'autres groupes s'y sont mis et se rendent compte que l'acoustique, qui est un élément fort de l'usage, qui est un élément fort pour l'utilisateur final, est une priorité maintenant qui remonte un peu dans les Voilà, sachant que je ne l'ai pas dit en introduction, mais le bruit est ce qui dérange le plus les Français. Hein, dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on fait, on n'entend pas, le bruit est en première position dans les nuisances. Et avant même l'insécurité dans votre logement, c'est l'acoustique qui est devant. Donc c'est vraiment un gros problème. Un gros ressenti. Mais on fait des économies d'énergie parce que derrière il y a une facture. Le problème qui apparaît maintenant, c'est la ventilation. Parce que mettre en place une façade acoustique, c'est se priver de l'apport d'air extérieur. Si l'appartement intérieur n'est pas équipé pour avoir une nouvelle ventilation, il n'est pas ventilé, et il y a développement de moisissures, il y a développement de champignons, et il y a même développement de maladies, ça les médecins commencent à oui, on en parle beaucoup, on a fait une émission sur le sujet, sur cette thématique. Donc l'idée, hein, c'est que, mais en voulant faire de la ventilation, on peut amener du bruit, c'est ça? Oui, mais le problème des entreprises qui assurent la pose des fenêtres, ils ne s'occupent pas du tout de la ventilation. Hein. Je pense que c'est ce qui a été dit précédemment par rapport à l'évolution de la réglementation thermique, donc surtout 2012. Et là, donc aujourd'hui, on est vraiment dans l'application de cette RT 2012 entre le permis de construire, déposer et la réalisation du bâtiment. Et là, effectivement, on a commencé à faire des bâtiments très peu ou très économes, entre guillemets. Donc au niveau de la facture d'électricité, de gaz ou autre, on a fortement réduit cet élément-là. Mais par contre, on a renforcé terriblement l'effet cocotte-minute. Et effectivement, si on n'a pas cette ventilation, eh bien, on a les problèmes qui sont développés. Mais aujourd'hui, on a les produits qui peuvent permettre de faire tout ça. La problématique pour nous tous autour de la table, c'est de changer nos modes de pose, de préparation de dossiers, de chantier, de réflexion dans sa totalité. Puisqu'aujourd'hui, on s'était surtout mis en avant la réduction de la facture électrique, gaz ou autre, et on avait un peu oublié la ventilation et l'acoustique, parce que je pense que voilà. Et la ventilation et l'acoustique sont un peu liés. Mais on sait faire là aussi pour les entrées d'air. Ce qu'il faut quand même ajouter, mais je crois qu'on va parler de ventilation plus tard, ou on peut parler de ventilation allez-y, on peut en parler. Le temps passe très très vite. Bon, mais c'est-à-dire que la ventilation, c'est pas toujours l'assuré. Hein. Dans des immeubles de grande hauteur anciens qui ont 50 ans d'existence, une fois que la façade a été mise en étanchéité, on essaie d'imaginer tous les systèmes qui permettent d'assurer une ventilation des logements, et on ne sait pas le faire, et on ne peut pas le faire. Sur cette problématique, ventilation, acoustique? Oui, moi je pense que la question logement et bureau, c'est certainement deux choses complètement différentes. En logement, je vous suis 100% pour les bureaux. Vous êtes en double flux pour les bureaux. En fait, au niveau bureau, c'est des réponses architecturales qu'on va trouver. C'est-à-dire qu'on va créer des espaces tampons, on va créer des zones de terrasses qui finalement n'obligent à avoir qu'une seule fenêtre, mais les gens vont pouvoir sortir. Alors soit cette terrasse est un jardin d'hiver, soit c'est un balcon. Voilà, on va trouver un mode de vie qui va quand même
qui va compenser un petit peu ce manque d'air qu'on peut ressentir dans des espaces complètement fermés au niveau des bureaux. Mais dans les bureaux, vous êtes en double flux, c'est-à-dire Pas forcément. Pas forcément. Et là aujourd'hui, on voit des technologies qui sont en train d'évoluer avec des débits d'air très très faibles, mais par contre des fonctionnements qui permettent un meilleur confort thermique sur le ressenti, la température ressentie, non pas la température mesurée avec le thermomètre, où on a des apports d'air neuf par le sol, et on a une reprise d'air soit en plafond ou en partie haute de cloison avec des débits sortis très très faibles. Ouais. Et là, il n'y a pas de problème sur le plan acoustique. Sur le plan acoustique. Voilà. Avec et là, on est plus dans le problème esthétique. Donc là, on rejoint le point de vue de l'architecte ou du client. Et mais les solutions existent. Les solutions existent. Alors, comme je vois que le temps avance très très vite, on voulait parler aussi de la pause. Rapidement, si j'ai bien compris, il y a un souci sur la pause. Et s'il y a un souci, c'est souvent en rénovation, c'est ça? C'est souvent en rénovation. Et le problème, bon, c'est d'abord le choix des équipements, le choix des performances du coffre de volet roulant, le choix des performances des danseurs d'air. Ça, c'est le premier choix. Bon, on peut y remédier facilement, mais après, il y a des problèmes de pose, de calfeutrement, c'est-à-dire d'interface entre la baie que l'on va amener et la structure. Là, il y avait deux techniques de pose. On garde le dormant ou on supprime le dormant. Et il y a un problème d'interface entre la baie et la structure d'accueil, qui est en général pas très bien réglé. Alors, vous confirmez? Complètement, et il faut avoir en tête des statistiques qui sont issues du contrôle du règlement de construction fait par l'administration et qui a prouvé que si on était capable de réaliser assez facilement les premiers isolements réglementaires de 30 dB, où il y avait assez peu de non-conformité, on arrive très rapidement, dès qu'on veut atteindre des exigences un peu plus importantes, à des taux de non-conformité qui sont très importants, puisque à 35 dB, on est déjà à 30% de non-conformité, et à 38 dB d'isolement, on est à plus de 60% où on est à environ 60% de non-conformité. C'est-à-dire qu'on n'atteint pas le niveau moins 3 dB. Voilà, on n'atteint pas le niveau qu'on voudrait avoir. Pour faire simple, hein, on a des exigences et on n'arrive pas à y répondre. Exactement. Et ça, c'est principalement des problèmes. Alors quand on est sur des niveaux très élevés, c'est des problèmes de pose et de produit, parce que souvent on va mettre des entrées d'air là où on ne devrait plus en avoir en menuiserie par exemple. On aurait dû avoir une entrée d'air murale et on a fait le choix de mettre une entrée d'air en menuiserie qui n'est pas assez performante, donc qui ne permet pas d'atteindre l'isolement. Mais c'est aussi des gros problèmes de mise en œuvre qui sont pas toujours bien maîtrisés. Pascal Ozouf, sur ce sujet. Ouais, moi je voudrais quand même aussi, il n'y a pas que la rénovation, effectivement, il y a une grosse problématique, mais même le neuf, et c'est pour ça que là, en tant qu'industriel, nous, on a des centres de formation répartis sur le territoire français, parce que justement, on a beau avoir, c'est ce qui a été dit aussi par M. Chenet, on a beau avoir des produits performants, il faut encore savoir les poser, et là, nous, on investit beaucoup en tant qu'industriel sur la pose, de tous nos produits, et que ce soit en neuf et en réhabilitation. Parce qu'il y a vraiment un gros problème. Au CSTB également. Exactement. Nous, on a fait ce constat-là. On certifiait depuis très longtemps les produits. On avait fait le constat qu'aujourd'hui, sur le marché, la performance des produits s'était nettement améliorée. Par contre, pour réussir à faire ce pas qualitatif au niveau de la performance finale, il fallait arriver à améliorer la pose. Donc on a monté un centre de formation de pose à Grenoble, spécifique, et qui permet de former à la fois des formateurs sur le sujet et des poseurs directement. Mais l'interface est délicate à réaliser quand même. Entre une baie et une structure d'accueil, c'est difficile parfois. Alors là, on va passer un peu à un autre niveau. On va aller voir comment on fait pour essayer d'améliorer les choses. Et on va voir une chose particulière, c'est-à-dire là, ce que vous expliquiez tout à l'heure, le fait de vouloir faire de l'acoustique, mais aussi à l'extérieur, et par la façade et par la baie. Comment ça se passe et pourquoi ? En fait, on se rend compte... Approchez un petit peu votre micro, s'il vous plaît. Quand on travaille sur des environnements urbains denses, il y a un discours architectural qui évolue un petit peu pour essayer de mettre des mots sur une réalité. Jusqu'à présent, on construit des bâtiments dans une ville et quand la densité devient un peu plus forte, en fait, on crée des vides dans le bâtiment. On parle de porosité du bâtiment, c'est-à-dire que l'espace public devient presque un peu comme un espace intérieur. Et donc, on cherche au travers de la façade, cette limite entre l'intérieur et l'extérieur, à qualifier à la fois l'espace intérieur, mais aussi à qualifier l'espace extérieur. Et ça passe par une intégration d'un certain pourcentage de surface absorbante pour le bruit, comme des murs anti-bruit finalement, qui évitent la réverbération. Et on se rend compte que ça permet de créer des villes qui sont très calmes.
Expliquez-nous un peu le travail que vous avez réalisé à Nancy sur la façade du centre des congrès, pour qu'on comprenne bien l'intérêt de ce type de... Quelle était la problématique et comment vous l'avez résolue. Vous avez 1 minute. Allez, pas de souci, je sais faire très court parfois. En fait, c'est une paroi opaque du nouveau centre de conférences qui faisait face à la gare. Et de l'autre côté de la gare, il y avait la ville avec un quartier résidentiel. Et donc ce bâtiment neuf qu'on allait implanter avec ce mur béton, il allait très logiquement réverbérer l'acoustique vers la ville. Il faut savoir qu'une paroi opaque, même une paroi vitrée, la réflexion est de l'ordre de 99,9% de l'énergie acoustique qui est réverbérée. La réverbération est énorme. Bon, on parle d'échelle logarithmique, donc on ne le perçoit pas forcément de la même manière, mais la quantité d'énergie acoustique qui est réverbérée est énorme. Et quand on est en Asie, où on est un peu en hauteur, on sent que le bruit ne peut pas s'échapper de la ville. Elle ne peut s'échapper que vers le haut. Donc, à Nancy, on a mis cette paroi pour protéger et pour atténuer la réverbération, qu'on a diminué de 50%, avec un complexe de parois absorbantes et d'un écran vitré qui protège la paroi absorbante par rapport aux intempéries. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de travail Alors ça, c'est effectivement, il y a les parois vitrées, donc ajourées par exemple, et on va mettre un matériau absorbant derrière, qui effectivement, sous l'effet de la pluie, du vent ou autre, pouvait subir des dégradations, donc on va mettre cet élément vitré. Mais il y a aussi, par exemple, les toiles que l'on voit de plus en plus, et nous, par exemple, notre gamme de produits Sherfield, les toiles textiles, les toiles textiles de différentes compositions, où effectivement, elles vont être micro-perforées, elles peuvent très bien servir soit le temps d'un chantier éphémère, mais aussi de manière définitive pour l'absorption, où on voit aussi les produits que, par exemple, on a sur les murs végétaux qui vont apporter aussi des propriétés acoustiques d'absorption. Voilà. Et avec toute cette technique qu'on peut avoir de façade rénovée, par exemple, que nous, on a une gamme, et on va changer simplement le parement. Et plutôt que d'avoir un parement réfléchissant, on va adapter, on va mettre de la brique ajourée, on va mettre du bois ajouré, on va mettre du vitrage ajouré et autres, pour s'adapter à l'environnement architectural. Voilà, donc on commence à s'intéresser à l'acoustique des deux côtés. Exactement, et je confirme, hein, c'est un sujet, l'acoustique dans la ville et les zones calmes et réussir à faire des parcours calmes dans une ville, c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'on va chercher à maîtriser de mieux en mieux. Par le passé et encore aujourd'hui, l'approche du bruit en ville, c'était principalement de la cartographie avec des niveaux moyens qui n'étaient pas forcément toujours très représentatifs de la problématique que pouvaient vivre les riverains. Et on a développé des outils, notamment un outil qui s'appelle Mitrason au CSTB, pour pouvoir oraliser des zones, des petits quartiers, des places, pour pouvoir se déplacer à l'intérieur de ces espaces, faire changer l'absorption des façades, par exemple, pour être capable d'entendre l'effet de tel ou tel traitement ou tel dispositif. Et on a une synthèse de véhicules pour pouvoir vraiment avoir les véhicules dans la ville avec un trafic dynamique qui permet de gérer le trafic. Et ça permet vraiment de pouvoir avoir une perception, la bonne perception des et choses. Des indicateurs dynamiques, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on pouvait avoir par le passé. C'est là où je voulais rebondir, effectivement, la fameuse Eurocode, la directive européenne, sur les classements de voies. On le voit aujourd'hui dans l'acquisition d'un logement neuf ou ancien, où le particulier regarde sur les cartes de bruit là où il va habiter. Là où il va habiter, savoir si ça va lui poser un problème. Et là, récemment, pour avoir discuté avec un architecte qui avait présenté un élément 3D, c'est tout un système de vente par Internet qui est en train de se développer, où vous avez une représentation 3D du logement que vous allez acheter, mais aussi l'intérieur, du confort extérieur, et d'aller afficher des valeurs, là encore une fois, vertes, ça, c'est orange ou typiquement rouge. de l'acoustique sociologique. Hein. Oui, voilà, exactement. Voilà. Mais on voit bien que y a cette prise en compte par le particulier. Prise en compte par le particulier. Alors, on arrive au terme de notre échange. Je vais vous demander à chacun une conclusion rapide, et plutôt sur les aspects recherche et développement, en tout cas en ce qui concerne les architectes, l'architecte présent et le CSTB et vous-même, et puis vous, de voir comment justement, peut-être sur l'aspect recherche et développement, d'ailleurs vous avez peut-être aussi, je ne sais pas si on fait de la recherche chez vous, moi, je ne privilégierais pas la recherche et développement. Je laisserai ça à Jean-Baptiste Chenet, je laisserai ça à Pascal Jouffre. Le souci qu'on a au CIDB, c'est d'assurer que les ouvrages qui sont développés et fabriqués par les industriels, qui sont parfaitement développés, soient bien posés. Et la pose passe par, à mon avis,
une intervention qui est fondamentale, c'est le calfeutrement, la mise en étanchéité entre la menuiserie et la structure. Donc votre conclusion, la pause doit être moi, la pause, parfaite, et j'ajouterai après la pause. Monsieur Ozouf. Alors sans dévoiler de secret, oui, mais je crois que là, tout à dévoiler les secrets de fabrication Saint-Gobain. Exactement, vous c'est comprenez, vraiment un problème. On est dessus, on le lance après-demain ou après-demain. Non, blague à part, c'est qu'effectivement, je crois que là tout le monde peut l'entendre, c'est que par rapport à la problématique de pause, c'est l'allègement et la facilité de pause. Donc on est plutôt dans nos réflexions, tout industriel, mais nous particulièrement, sur l'épaisseur, donc l'encombrement des solutions acoustiques performantes, parce que généralement, il faut que ce soit épais pour le thermique et l'acoustique, l'allègement, la facilité de pose et l'encombrement. Moi, je dirais que allègement, facilité de pose et encombrement. Voilà, et ça, c'est ce que vous travaillez et que vous présenterez bientôt, si j'ai bien compris. Voilà, non, je blague en disant ça, mais c'est vrai que voilà, c'est plutôt nos créneaux de recherche et après d'autres... Axes de recherche, alléger le produit acoustique. Et aussi l'association, puisqu'on parlait du confort acoustique, on travaille aussi énormément sur la définition des classes de confort. Par exemple, nous en interne, avec les travaux européens dont je parlais ou internationaux, sur la dimension des conforts, les fameux 5 conforts que Saint-Gobain développe. Au CCB, on cherche quoi? Alors, on recherche beaucoup de choses différentes, mais en acoustique, on cherche beaucoup de choses aux différentes échelles du matériau. Donc, on a des thèses en ce moment, par exemple, pour faire le lien entre la description de la microstructure de matériaux et le comportement acoustique de ces matériaux-là. On a des thèses sur un certain nombre de sujets aux différentes échelles, donc matériaux jusqu'à la propagation urbaine, dont on discutait tout à l'heure. Dans la propagation urbaine, par exemple, on a une thèse en ce moment avec les gens de la SNCF pour réussir à faire de la synthèse sonore sur leurs véhicules, par exemple, pour pouvoir les oraliser dans un environnement urbain ou périurbain. Et concernant la baie? Et concernant la baie, on a des recherches qui vont porter, on en discutait tout à l'heure sur, par exemple, les doubles fenêtres, comment on prend en compte le comportement acoustique d'une double fenêtre. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au CSTB, à chaque fois qu'on fait un pas en avant sur nos recherches, on va essayer de le valoriser dans des outils, notamment dans des outils numériques, pour mettre à disposition du marché, des industriels ou des bureaux d'études ou des bureaux de contrôle, des outils qui vont leur permettre de pouvoir, eux, développer leur activité avec... je dirais des outils dont la base scientifique est robuste. Et robuste et établie. Exactement. Robert Van Santen, Yann Van Santen, excusez-moi. Vous, du côté bureau d'études, comment ça se passe quand vous allez chercher, quand vous développez des produits acoustiques? En fait, où il y a une problématique acoustique, on va dire. Nous, la problématique, c'est qu'on doit non seulement chercher, mais on doit trouver. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte opérationnel, on a un projet, il faut à la fois trouver le problème et il faut le résoudre. Mais le trouver, on peut aussi le prendre dans un autre sens. Et moi, ma conclusion, c'est pas de parler d'une chose ou d'une autre en particulier, c'est plutôt d'une manière générale. Moi, je rends compte qu'en ayant un bureau en Asie et en Europe, il y a des solutions qu'on voit en Asie, il y a des choses... En fait, il y a des solutions partout qui pourraient s'appliquer. Les doubles fenêtres, ça fait 100 ans que ça existe dans les maisons paysannes, dans les montagnes polonaises. Moi, quelque chose qui m'a vraiment impressionné en termes d'acoustique, c'est les palissades de chantier qui sont végétalisées. C'est en Taïwan que j'ai vu ça. Dans une ville, un chantier, c'est un mauvais moment, c'est un moment pénible pour la ville. La palissade végétalisée, ça absorbe une partie du bruit. Visuellement, ça apaise également. Voilà, j'ai trouvé ça, c'était une idée pour améliorer l'acoustique aussi, que je trouve très bonne. En France, on a fait un progrès, on les peint. On peint les palissades de chantier. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de participer à ce plateau Batijournal TV, à retrouver sur nos sites internet, Batijournal TV, sur le site internet d'Équipe Baie. À bientôt, merci. Merci à vous. Au revoir.